C'était Paradigme de la femme. Vous êtes sur Globule Radio 90.5 et vous écoutez Le Rencard, le magazine de l'été. Ce soir, Maxime, on prend un peu de hauteur. Et oui, on accueille un écrivain au micro de Globule. Il s'appelle Arrigo Lessana et il a sorti au mois de mai un roman dans lequel le massif du Mont-Blanc a une importance particulière. Bonsoir Arrigo Lessana. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. C'est un plaisir. Merci beaucoup. Votre livre s'appelle Après l'avalanche. Je le présente rapidement à nos auditeurs. C'est l'histoire de deux alpinistes, Pascal et Ferdinand, qui sont emportés par une avalanche dans le Val Veni, donc côté italien, et leurs corps sont retrouvés seulement 6 mois plus tard. Grâce à la conservation du froid et à des techniques médicales de pointe, les deux alpinistes sont finalement réanimés, donc 6 mois après avoir été ensevelis. Je précise que c'est une prouesse médicale qui serait impossible dans la réalité. Donc avant d'en venir au pourquoi de cette presque résurrection, je voulais juste vous demander pourquoi avoir voulu faire commencer votre roman dans le massif du Mont-Blanc. Je rappelle que vous vivez la plupart du temps à Paris, donc plutôt loin de la montagne. En fait, je suis très souvent à Chamonix, depuis toujours. Je venais en colonie de vacances quand j'étais enfant ici. Et donc, voilà, c'est naturellement que je viens là. Et donc, pour moi, la montagne, c'est un cadre qui marche bien avec l'écriture. Les choses s'inscrivent bien dans la montagne, souvent. Enfin, disons, dans ce que j'ai écrit. En quoi elle vous inspire, la montagne ? La montagne, c'est un cadre, disons, fantasmatique qui marche bien. Surtout, au fond, ça alimente bien ma mythomanie d'écrivain. C'est-à-dire que dans la mesure où, bon, j'ai fait de la montagne, mais je ne suis pas non plus un véritable alpiniste. C'est-à-dire, mais au fond, elle alimente bien des fantasmes. Enfin, je veux dire, ça me plaît de grimper aussi dans l'imaginaire. Avec vos personnages. Avec mes personnages, oui. Oui. D'ailleurs, au fond, après l'avalanche, cette histoire de ces deux alpinistes vient d'un roman précédent où j'avais tué ces deux alpinistes à la fin du roman. C'est comme ça que ça se terminait. Ça se terminait mal. Ils mouraient dans cette avalanche. Et je me suis retrouvé sans ces deux personnages. C'est-à-dire que je les avais plus. Et Pascal et Ferdinand, qui est aussi un peu moi. Et donc, j'avais comme ça des idées d'écriture, mais je sentais que si ils ne revenaient pas à la surface, j'arriverais pas, enfin, je ne voyais pas le moyen. Donc, du coup, pour m'amuser comme ça, j'ai commencé à les réanimer. Mais je les ai donc réanimés à partir de recherches qui ont été faites justement dans la vallée dans les années 80, où on a retrouvé des alpinistes qui avaient l'air morts ou qui étaient, disons, en arrêt cardiaque depuis un certain temps, des gens qui étaient tombés dans les crevasses et dont on suppose que le cerveau s'était refroidi très vite. Et on a tenté ici de les mettre sous circulation extracorporelle pour réchauffer l'ensemble du corps et le cerveau tout en l'alimentant en sang oxygéné. Et donc cette recherche-là, il semble qu'il y a eu quelques cas qui ont peut-être un peu marché, mais c'était des gens qui étaient restés seulement quelques heures dans cette crevasse. Et puis ça a été abandonné. Et au-delà de votre presque, j'ai envie de dire, peur de la page blanche sans Pascal et Ferdinand, qu'est-ce qui vous a donné envie de traiter ce thème de la mort et de l'au-delà finalement ? Je pense que j'avais envie d'écrire sur la mort de ma fille que j'ai perdue il y a quelques années d'une maladie. Et je savais que j'écrirais sur son absence, sur sa mort, et je cherchais aussi un peu le moyen. Et au fond, le vrai sujet de ce livre, c'est, disons, c'est le rapport que nous avons à nos morts. Et au fond, je crois que les morts veulent quelque chose. Et les morts veulent être souvenus. Et dans certaines conditions, quand on les... Et moi, je n'aime pas l'histoire du deuil, faire son deuil. Je pense que quand on a perdu un proche, eh bien,
on vit avec lui. C'est-à-dire qu'on on aménage un espace et dans cette condition, il n'est pas impossible que les morts nous apportent parfois des moments de bonheur. Et quelque part, cette résurrection de Pascal et Ferdinand, c'est l'allégorie de ce que vous décrivez. Voilà, disons que c'est une sorte d'introduction disons, à la suite du livre où ces deux alpinistes vont se retrouver, ils vont d'abord être réveillés dans l'hôpital de Sallanches, puis ils vont être rééduqués au plateau d'Assy. Donc voilà. Et on va s'apercevoir que ces deux gars, quand ils se réveillent, ils reviennent de l'au-delà, mais ils sont pareils qu'avant, aussi sympathiques, aussi cons, aussi, pareil quoi. Et avec leurs tics, leurs tocs, l'un raconte l'histoire de je sais pas quoi, de sa famille, l'autre est obsédé par les femmes, enfin voilà. Et donc cette conversation s'engage et ils sont entourés de leurs deux compagnes. L'une qui a découvert les cadavres au moment où il y avait le dégel au printemps, et l'autre qui est la petite amie de Pascal, et qui est une Américaine, et qui est là, qui va devenir un personnage important dans le roman. Et ben justement, on va savoir dans quelques instants comment réagissent tous ces personnages. On fait une dernière pause sur Globule Radio. On revient dans un instant avec Arrigo Lessana. C'était About a Girl de Nirvana sur Globule Radio. Vous écoutez Rancard et on est avec notre dernier invité de la soirée, Arrigo Lessana, l'auteur du livre Après l'avalanche aux éditions Exil. Qu'on peut trouver d'ailleurs à la librairie Landru. Si vous nous rejoignez, je rappelle que donc, dans votre roman Arrigo Lessana, deux alpinistes reviennent à la vie 6 mois après avoir été emportés par une avalanche. Justement, vous disiez tout à l'heure, ils sont rééduqués, finalement ce sont toujours les mêmes. J'ai envie de vous demander, cette expérience,
est-ce qu'elle les transforme d'une manière ou d'une autre, ou finalement pas? Alors, j'ai pris l'option de les retrouver malheureusement comme ils étaient avant. Une certaine... Pourquoi malheureusement? Si, parce qu'on pourrait s'imaginer qu'ayant eu une expérience comme ça, ils seraient meilleurs, qu'on apprend de ce genre d'expérience. Au fond, je n'ai pas imaginé que... Enfin, je n'étais pas dans cet optimisme-là ou dans cet espoir que je trouvais un peu, disons, un peu plat. Donc, j'ai préféré les voir, les retrouver comme avant, aussi... voilà, et petit à petit, non seulement ils se rééduquent, mais ils engagent une conversation. Hein, ils discutent, et voient une conversation un peu anachronique parce qu'ils ont un peu de mal au début. Et voilà. Justement, tout à l'heure, vous parliez du fait de perdre des proches. Est-ce que le fait que Pascal et Ferdinand finalement se réveillent comme 6 mois plus tôt, est-ce que c'est un moyen de dire, finalement, on s'imagine toujours, qu'est-ce qu'auraient fait mes proches s'ils n'étaient pas décédés? Est-ce que c'est un moyen de se dire, en fait, leur vie aurait continué normalement? Oui, oui, ouais, chacun suit le fil de sa vie, c'est-à-dire chacun suit sa destinée plutôt son destin. Je préfère la destinée au fond. C'est plus gai la destinée, le destin. On a l'impression que ça ne dépend pas de nous du tout. Mais au fond, ce livre, il parle de notre rapport aux gens qui ont disparu. Et justement, le rapport des compagnes de Pascal et Ferdinand, est-ce que leur rapport change? Elles ont cru perdre leur conjoint et on leur apprend 6 mois plus tard qu'en fait, ils sont en vie. Ouais. Alors, pour Pascal, donc c'est sa petite amie, cette Lola. Lola, disons, est une femme qui a beaucoup de charme, c'est-à-dire que tous les garçons la veulent, et elle aime bien aussi les garçons, donc elle s'en remet de cette histoire. Pour Éléonore, elle s'est rendue compte qu'au fond, la vie avec Ferdinand était plutôt crispée, c'était difficile. Donc, elle a pris un chien. Et elle s'entend vraiment très bien avec ce chien. Et c'est pas que le chien ait remplacé Ferdinand, mais au fond, elle se dit, ma vie était beaucoup plus crispée avant. Et puis, avec l'espoir que Ferdinand revienne à la vie, voilà, donc les choses s'installent bien. Elle vit avec son chien et Ferdinand va mieux, donc voilà. Mais finalement, c'est pas tant un soulagement que ça pour elle de voir Ferdinand revenir à la vie. Non, elle n'est pas déçue. Je veux dire, elle est soulagée, mais pendant toute cette période, vous avez dit 6 mois. C'est pas dans le livre, on s'est passé 6 mois ou combien de semaines. Je sais plus. Mais ça fait, disons, on suppose que c'est quelques semaines. Mais oui, elle se trouve bien avec son chien. Ouais. D'autant plus que c'est un chien qu'elle emmène en montagne, et c'est un chien qui lui fait signe quand il y a un risque d'avalanche. C'est-à-dire qu'il s'assoit. Et quand il s'assoit, elle change de direction. Vous parliez de rapport à la mort, et Dieu sait qu'à Chamonix, on a un rapport à la mort différent, puisque on a tous perdu un proche d'une manière ou d'une autre dans la montagne. Est-ce que c'est aussi ça qui a murgé dans votre livre ou pas, ce rapport à la mort en montagne? Certainement, oui, certainement. Je pense qu'ici, il y a un rapport particulier à la mort. Je pense que les gens... curieusement, ici, je n'entends pas trop parler de deuil, faire son deuil, c'est-à-dire oublier. Je pense que les gens, d'autant plus que les morts ici sont souvent jeunes, et les gens vivent avec leurs morts. Ils ont leurs morts et ils vivent avec eux. Et d'une certaine façon, je pense que c'est une façon saine de les reconnaître et au fond d'accéder à quelque chose que je suppose que les morts veulent être souvenus. Et dans le livre, il y a un personnage qui pourrait être ma fille, disons, qui va sur les traces de sa mère qui est morte
et de sa grand-mère. Et elle a une émotion particulière quand elle marche sur les dalles où ces deux femmes s'étaient réfugiées pendant la guerre et où elles ont marché. Elle pose ses pieds sur les dalles, c'est-à-dire d'une certaine façon, elle revit. Elle revit, elle touche ce qu'elles ont touché. Et au début du livre, il y a une légende où dans une famille, les tortues sont censées vivre très longtemps et les enfants donnent un coup de peinture ripolin verte sur le dos des tortues, et ce qui fait que de génération en génération, dans cet endroit où les tortues se baladent, parfois on retrouve une tortue et on peut caresser cette tortue qu'a connue l'arrière-grand-mère. Juste pour revenir au rapport de la mort dans la vallée, vous disiez tout à l'heure hors antenne que vous aviez eu une discussion une fois avec une femme ici qui vous avait un peu marqué. Quelle était-elle ? Parce que c'est une femme dont les enfants faisaient du ski à un très haut niveau et faisaient des choses très dangereuses. Et elle disait ici on s'habitue à la mort. Et ça m'avait choqué parce que je pense qu'on ne s'habitue pas. Disons qu'on vit avec. Mais j'étais... il y a quelques jours, Christophe Profit était à la présentation d'un livre sur le deuxième centenaire de la Compagnie des Guides. Un auteur également. Et un auteur de ce livre aussi. Et j'étais très intéressé sur la façon dont il a parlé du risque, de la façon dont il faisait la montagne, etc. Et à un moment, il a dit mes enfants là-haut, non. Je n'aurais pas eu, ma femme et moi, je n'aurais pas eu la force. Et j'ai trouvé ça, pour un homme qui se présente comme un homme fort, comme un homme qui peut tout, d'une certaine façon, eh bien, il a eu cette... j'ai trouvé ça très, très émouvant et très juste. J'avais encore une question par rapport à votre livre où finalement il y a deux alpinistes qui défient la mort. Pourquoi c'était important qu'il y en ait deux ? Pourquoi il n'y en a pas qu'un ? Est-ce que c'est uniquement par rapport à votre livre d'avant où vous aviez ces deux personnages ou c'était important qu'il y soit deux ? C'est-à-dire que, en fait, non, ils étaient deux dans le livre précédent. Oui. C'était deux potes. On va pas en montagne seuls. Et ils ne sont pas partis pour mourir non plus. Mais ils ont quand même, ils étaient dans une situation de faire un acte manqué. En tout cas, l'un des deux qui avait une sorte de chagrin d'amour, enfin la vie ne marchait plus pour lui, et on sent qu'il y a l'acte manqué. Et j'ai trouvé ça très intéressant aussi, ce que racontait Profit à ce sujet-là. Parce que, au fond, les alpinistes qui arrivent à ce niveau-là, ce sont des gens qui ne font pas l'acte manqué. C'est-à-dire qu'ils vont au bout de leur décision, et alors que le commun des mortels a tendance à faire parler l'inconscient, d'une certaine façon. Et vous disiez que ce deuxième livre était une suite. Le premier, quel est son nom ? Pour que nos auditeurs qui veulent... Le précédent, oui. Ça s'appelait le sens de l'orientation. D'accord. Le sens de l'orientation. On arrive déjà à la fin de notre émission. Et oui, c'est déjà terminé. On remercie nos invités du jour. Vinciane Regatieri des Nuits Sauvages de Chamonix, Clément Masson, capitaine de l'équipe des Pionniers de Chamonix, Sonia alias Sweetso, notre artiste street art, et Arrigo Lessana. Merci. Nous remercions également nos partenaires, le département de Haute-Savoie et Europcar Chamonix. Et un grand merci également à notre équipe de choc, Arthur et Kirstine à la technique. Merci Maxime de m'avoir accompagné au micro. Et on vous donne rendez-vous mardi 10 au plan B. Bonne soirée.